Au milieu du Pacifique Sud, à 17 700 km de Paris, la Polynésie française est un territoire d'outre-mer de 118 îles. Il est composé de 5 archipels au nom mythique, îles de la Société, Tuamotu, Marquise, Gambier et Austral. Formé il y a plusieurs millions d'années, cet ensemble d'origine volcanique évolue lentement mais constamment. Les volcans les plus jeunes, aujourd'hui tous éteints, émergent encore de l'océan. Ce sont les îles hautes. Leur altitude diminue en raison de l'érosion et de leur enfoncement dans le plancher océanique, tandis qu'autour se dessine une couronne de récifs coralliens. Les îles basses, les plus anciennes, n'ont plus de sommets émergés. Seules les barrières de récifs subsistent et forment les atolls. Les richesses de la mer et le tourisme sont aujourd'hui les plus importantes sources de revenus du territoire. Grâce à celles-ci, les Polynésiens réussissent à allier modernisme et respect des traditions. Ainsi, on bâtit toujours les whare, ces habitations faites de matière végétale, et l'on entretient toujours les marae, anciens lieux de culte destinés à rendre grâce aux dieux, représentés par des tikis. Des 5 archipels, le plus important et le plus peuplé est celui de la Société. Composé des îles sous le vent et des îles du vent, en référence aux alizés, il s'égrène sur 740 km. Les îles du vent comptent 3 îles principales, Tetiaroa, Moorea et Tahiti, la plus grande de tout le territoire. Ce sont 2 volcans qui ont donné naissance à Tahiti, dont les sommets culminent à plus de 2000 mètres. Le long de la mer, quelques falaises abruptes, mais surtout des plateaux et des vallées orientés en pente douce vers la plaine côtière, où se concentre la population. Au large, une barrière de récifs coralliens protège un lagon peu profond et bien abrité. Tahiti est composé de 2 parties. Tahiti Nui, la grande Tahiti, reliée par l'isthme de Taravao à Tahiti-Hiti, la petite Tahiti. Papeete, la seule vraie cité de la Polynésie française, est née en 1818 par les bonnes grâces du pasteur Crook, missionnaire anglais qui y bâtit le premier temple et les premières habitations. En 1842, les Français en font la capitale du protectorat. C'est grâce à son port, devenu cordon ombilical de l'ensemble du territoire, que Papeete a connu un développement rapide. Pôle industriel, la ville ne cesse de s'étendre et fait vivre 70% des 220 000 Polynésiens. Comme chaque ville de France, Papeete est géré depuis la mairie, édifice d'inspiration coloniale datant de 1990 et dont les occupants n'ont pas de problème de stationnement malgré le développement rapide de la circulation automobile. Avec un centre très dense, coincé entre le front de mer et les contreforts de la montagne, Papeete est une petite ville commerçante aux fortes senteurs polynésiennes. Exemple, le marché municipal, installé dans des structures métalliques montées en 1927 et rénové en 1987. Alimenté en produits frais par tous les archipels du territoire, il déborde d'animation et ses étals envahissent les rues voisines. Les trucks sont des autobus en bois qui permettent aux villageois de se rendre à Papeete. Le dimanche, en descendent des dames toutes vêtues de blanc. Elles sont les dignes représentantes de la religion protestante, le culte le plus répandu en Polynésie. Un véritable défilé de mode traditionnel anime alors les alentours du temple Pao'Whai, érigé sur l'emplacement du premier édifice religieux bâti par les missionnaires. Et le quartier est bientôt bercé par les cantiques typiquement tahitiens, les himene, déformation du mot français hymne. Les catholiques ont eux aussi leur lieu de culte, comme la cathédrale Notre-Dame de Papeete, dont la construction débuta en 1856.
D'autres temples illustrent le métissage de Papeete. Installés à Tahiti depuis le début du siècle, les Polynésiens d'origine chinoise représentent 5% de la population. En sortant de Papeete, l'on emprunte une route longue de 115 km qui permet de faire le tour de Tahiti. Elle est jalonnée de plages, souvent recouvertes d'un sable noir qui rappelle l'origine volcanique de l'île. Comme toutes les îles hautes, Tahiti est entouré d'un récif construit au fil des millénaires par l'accumulation de couches de coraux. Ainsi protégées, les eaux du lagon sont calmes et peu profondes et la faune y évolue tranquillement. Au-delà, c'est le grand bleu et des créatures plus imposantes, plus majestueuses ou moins rassurantes. Le requin, on l'observe en toute quiétude dans le lagunarium, qui présente quelques-unes des 800 espèces de poissons qui peuplent les lagons polynésiens. Autre manière d'observer la faune, le bateau à fond de verre. Voilà, dessus les bateaux maintenant. Dessus les bateaux ici, donc il y a une tâche avec les... Pénétrer l'intérieur de Tahiti, c'est accéder à un monde fait de décors naturels spectaculaires, sans rapport aucun, malgré la très courte distance, avec l'univers du lagon et des plages couvertes de cocotiers. Très riche, la végétation s'étage depuis la côte jusqu'à la cime des montagnes en zones bien caractérisées. Les différentes espèces trouvent leur place en fonction des vents, de l'ensoleillement, des précipitations, et créent un décor magique pour des découvertes époustouflantes. La beauté de Tahiti a bien entendu largement contribué au développement du tourisme. On ne compte pas moins d'une douzaine d'hôtels de standing sur l'île, installés autour de Papeete. En Polynésie, le tourisme n'a pas fait disparaître les coutumes locales. Au contraire, il a permis par exemple la résurgence du tatouage, un art aux origines mystérieuses. Le rôle du tatouage a toujours existé avec les Polynésiens lorsqu'ils ont découvert cette île. Mais il faut attendre ensuite, lorsque le premier contact a eu lieu avec les premiers Occidentaux, ce n'était pas encore un problème. Mais lorsque les premiers missionnaires sont arrivés, effectivement, ils ont observé que tous les hommes et toutes les femmes étaient tatoués et ils se sont dit, c'est l'œuvre du diable, alors que les Polynésiens ne connaissaient pas du tout ce personnage-là. Ils ont essayé de pouvoir supprimer, interdire ce tatouage. Ils y sont arrivés quelques 50 ans plus tard. Et il faut attendre justement 1982 où des personnes comme nous qui détenons la culture avons fait renaître cet art du tatouage en Polynésie à travers le tatouage traditionnel. La danse, entrée elle aussi en clandestinité avec l'arrivée du christianisme et réapparue au début du XXe siècle, est de nouveau bien vivante et anime bien entendu le Heiva. Cette grande fête folklorique, devenue quasiment fête nationale, se déroule au long du mois de juillet. C'est l'occasion pour les Tahitiens de faire la démonstration de leur attachement aux traditions.
Les hommes forts de Polynésie se donnent rendez-vous pour s'affronter dans des joutes pacifiques, comme le lancer de javelot. Ce concours, très ancien, respecte toujours les mêmes règles. Le but est de percer une noix de coco plantée sur un pieu haut de 7,50 m. Autre compétition d'envergure, les courses de pirogue, auxquelles participent aussi bien les hommes que les femmes. Les pirogues polynésiennes sont de taille et de formes diverses selon les archipels et selon leur utilisation. Le feu, symbole de vie et de puissance, est au cœur des grandes soirées du Heiva. Le feu est l'instrument des danses, mais sert aussi à un rite de purification. Les hommes marchent sur des pierres chauffées pour honorer les dieux. Si ces derniers sont cléments, ils permettront aux heureux élus de vivre dans l'abondance.